C'est un essai, bonjour à tous, un énième essai de l'émission Il suffit de passer le pont avec Olivier Sadoine. Nous avons fait des tentatives infructueuses. Apparemment, il y a un gros problème technique aujourd'hui et je suis vraiment désolé à tous. Donc, il est possible que ça s'arrête et on ne saura pas pourquoi et on verra. En tout cas, bienvenue. On va essayer d'aller très vite avec Olivier qui est là. Donc Olivier qui est comédien entre autres. On était tout à l'heure dans notre premier essai, on était en train de dire que tu avais plusieurs casquettes et que tu faisais pas seulement du théâtre mais aussi de la réalisation, de courts-métrages, aussi de la radio et tu vas nous parler de tout ça. Donc ce que j'aimerais que tu nous dises d'abord, c'est que tu nous racontes un petit peu comment tu es entré dans le monde artistique et comment ça s'est fait, quelle a été la porte? Alors j'ai pris des cours de théâtre, je suis passé par le chemin classique on va dire. J'ai commencé à prendre des cours de théâtre comme je disais tout à l'heure dans le 38 à Bourgoin-Jallieu à côté de Grenoble, parce que moi je suis originaire de là-bas, je suis grenoblois et du coup après je suis monté à Paris assez rapidement l'année d'après. Pour prendre des cours à Paris, parce que franchement c'est là que malheureusement j'allais dire tout se passe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on démarche, que ce soit pour des films, des pièces de théâtre ou enfin voilà tout ce qui est artistique, la télé et tout ça, ça se passe essentiellement à 98% à Paris on va dire. Et comme tu dis, hélas, parce que c'est dommage que ce soit à ce point centralisé, je trouve. Oui, après on peut aller jouer des pièces de théâtre, aller tourner comme on dit en province. Oui. Mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur Paris en l'occurrence. Et donc je suis monté à Paris je crois en fin 96, donc ça commence à dater. Ouais. Le siècle dernier comme je dis dans mon spectacle. Et donc après j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des panouilles, quoi, de la figuration, des choses comme ça. Ouais. Donc j'ai fait on va dire 250 tournages, donc ça a été un peu la folie et puis j'ai essayé de montrer ma tête à droite et à gauche et puis voilà l'intermittence spectacle et les projets sont arrivés en cascade on va dire. D'accord, donc c'est d'abord le théâtre. D'abord le théâtre, oui. Moi je suis passé d'abord par le théâtre. Je faisais de la radio avant, hein. Même encore plus jeune, je faisais de la radio. D'accord. Avant le théâtre, j'ai commencé la radio. Ouais. Quel genre d'émission tu moi, ça s'appelait Danse la Dance. Je me souviens, c'était sur Radio Isa, toujours dans l'Isère. Hein. Ouais. Radio Isa, c'est ISA, donc Isère, Savoie et l'Ain. Donc Radio Isa qui a pris de l'ampleur depuis et là-bas je faisais une émission qui s'appelait Danse la Dance. C'était une émission où j'allais chercher des imports de musique électro. Ah ouais. Voilà, parce que moi j'adorais la musique électro, j'étais DJ, donc voilà, je mixais en soirée, en boîte et je passais des morceaux là-bas sur Radio Isa avant de travailler sur quelques radios sur Paris. Mais là t'étais adolescent quoi, si j'ai bien compris. Quand j'ai commencé, j'avais 17-18 ans. Hein. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que ça rappelle un peu l'aventure de ces jeunes qui ont créé le studio radio à l'hôpital Necker. D'accord. C'est une bande de jeunes il y a une vingtaine d'années, des adolescents en fait, qui avaient ce rêve de créer un studio radio. Et c'est eux qui ont créé ce petit studio qui est juste à côté de nous là. Et évidemment quand ils sont partis de l'hôpital, c'est un peu tombé en désuétude et depuis on essaye en tout cas le personnel de l'espace Plein Ciel essaye de réhabiliter ce studio. Donc c'est un petit peu on a l'impression que moi j'ai l'impression que faire de la radio c'est une passion, une vocation qui arrive facilement quand on est jeune. C'est un peu une fibre qui naît dans l'adolescence, j'ai l'impression. Oui, peut-être ça naît dans l'adolescence, mais après je sais que pour avoir expérimenté ça avec des gens qui rêvaient de faire de la radio et à qui j'ai donné la possibilité, parce que sur les radios où je travaillais, on avait vraiment la possibilité de tester des chroniqueurs, de faire venir, parce que moi je suis principalement animateur, c'est-à-dire que je tiens l'émission, j'ai des invités et j'ai les chroniqueurs autour de moi quand je fais des émissions.
Et donc du coup, quand j'avais la possibilité de dire, bah tiens, tu rêves de faire de la radio, écris-moi une chronique, viens me faire une chronique. Il me disait, mais comme ça, sans faire d'essai, tu vas le faire en direct. C'est ça ton essai. Voilà. Puis après, si ça te plaît, et du coup, la passion dévorait la personne. Mais la personne pouvait avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je crois que j'en ai un que j'avais fait rentrer à la radio, il avait plus de 40 ans. Et il n'avait jamais fait de radio, et depuis ce temps-là, et ça fait 10 ans qu'il fait de la radio maintenant. Ah ouais. Ouais. Ah et donc en fait, ta première passion, c'est la radio. Et ensuite j'ai toujours rêvé d'être comédien, en fait. Mais effectivement, ce que j'ai touché en premier, c'est la radio. Ouais. Parce que la voix, j'aime beaucoup le travail de la voix. D'ailleurs, moi, je travaille beaucoup avec la voix. Ouais, je fais comme on disait, multicasquettes. Donc moi, comment expliquer? Parce que souvent, quand je dis je fais de la voix sur des films français, on me dit mais qu'est-ce que tu fais sur les films français? Et donc du coup, on m'appelle pour poser ma voix sur des films et des séries. C'est-à-dire que tous les figurants, quand ça tourne, ils font semblant de jouer, semblant de parler, parce que sinon on va les entendre, parce qu'avec un micro, on enregistre les comédiens principaux qui sont devant, et les autres doivent faire semblant de parler. Ouais. Et donc nous, il y a des comédiens qui s'appellent, dont moi en l'occurrence, pour refaire les gens qui sont derrière, pour faire cette petite ambiance qu'on entend, parce qu'il faut qu'on les entende un peu parler. Ouais. Et puis, je sais pas, imaginons que toi, tu sois comédien principal d'un film. Une fois, j'ai fait ça pour un film pour Cadmerade, parce que je fais tous les films français pratiquement. Et donc, Cadmerade rentre chez lui, il est filmé dans une scène de film. Ça s'appelle Monsieur Papa, d'ailleurs, son film qu'il avait réalisé. Il rentre chez lui et il a pris son courrier et il ouvre son courrier. Et quand il rentre chez lui, il allume la radio. Et la radio n'est pas enregistrée. Elle n'est pas sur le tournage. Ouais. Donc, il faut refaire la radio. Après, ouais. Donc moi, ils me demandent de faire bonjour, bienvenue sur Énergie, il est 10h, on va s'écouter l'horoscope, machin. Et donc je refais la voix. Donc voilà, il y a des voix qu'on peut entendre dans certains films et certaines séries que j'ai faites. Le métier de voix, je trouve que c'est un métier passionnant et ça englobe génial. Plein de choses en fait. C'est génial, mais c'est un délire, délire. Ouais. Pas seulement le doublage, mais oui, il y a plein d'autres cordes qu'on peut avoir quand on fait juste de la voix. Et justement pour la radio, ne serait-ce que pour, je sais pas, les transitions en radio. C'est génial. Et là, c'est bizarre parce que tu disais, on a eu des soucis techniques, on a repris plusieurs fois et tout. Et là, c'est filmé ou c'est pas filmé? C'est filmé. Ouais. C'est filmé, d'accord. Ouais. Parce que c'est marrant, à un moment donné, tu m'as dit c'est pas filmé. Et moi, c'est vrai que quand là, pendant que vous nous écoutez, par exemple, si vous nous voyez d'ailleurs. Alors là, on te voit à l'écran, ouais. Et vous pouvez faire le test. C'est super intéressant. C'est de fermer les yeux et d'écouter seulement. Et de ne plus regarder l'image, parce qu'on est vraiment capté par l'image. Et la voix, on peut emporter les gens. Moi, je sais que j'ai envie, par exemple, d'enregistrer des méditations. Je médite depuis un certain nombre d'années. J'ai écrit des méditations. Et j'ai du matériel chez moi pour enregistrer ma voix, parce que de temps en temps, on me demande d'enregistrer ma voix directement chez moi. Et j'ai envie, justement, d'enregistrer de la méditation, parce que je trouve ça, mais... Quand on ferme les yeux, qu'on écoute et que la personne nous emmène comme ça sur une plage de sable fin avec la mer, c'est juste... Ouais. Avec la voix, on peut vraiment créer des émotions, des sensations. Et souvent, on dit « Ah, elle a une voix qui trop aiguë, qui énerve. » Ou « Ah, tiens, une voix très suave, très... On peut les hypnotiseurs, les gens qui endorment là, ouais, c'est ça, les hypnotiseurs, les magiciens aussi, tous les gens comme ça qui essayent de t'emmener dans une sorte de dimension, qui te parle comme ça, et ça c'est génial. Je trouve ça, la voix c'est vraiment un truc de dingue. Et puis ça stimule l'imaginaire énormément, quoi. Beaucoup plus. C'est un peu pour ça que j'ai une préférence pour la radio, en tout cas une immense même préférence pour la radio par rapport à la télévision, c'est que ça ouvre mon imaginaire en fait, ça le stimule beaucoup plus. Ah, c'est génial. Les enfants d'ailleurs ils écoutent souvent des histoires. Ouais. Ils ont un petit poste et puis ils écoutent les histoires avant de s'endormir ou même dans la journée. Combien d'enfants ont demandé à leurs parents de leur raconter des histoires. Et maintenant on a le poste, on peut se mettre sa propre histoire et on peut même choisir, ça c'est génial. J'ai vu des posts à histoire pour enfants. Tu veux une histoire avec une sorcière, un bandit, un voleur, un pirate? Tu veux une histoire avec un pirate?
tu veux une histoire sur une île déserte, dans une forêt, tu vois. Et donc, vrai. du coup, tu peux mixer, en fait, tu fais ton choix, et après, l'histoire se raconte par rapport à ce que tu as demandé. C'est génial. Ouais, c'est fou. Ouais. Alors du coup, la bascule vers le théâtre s'est faite, je sais pas, un peu après le bac, c'est ça ou T'es gentil, mais j'ai pas passé le bac. Tu sais, D'accord. vous pouvez être comédien sans avoir le bac. Ah oui, complètement. Ouais. Ouais. Non, mais comme je te disais, j'ai commencé en 95 les cours, donc j'avais 21 ans. Après, je suis monté à Paris et puis très rapidement, j'ai travaillé, mais j'ai pas l'école. Je pense que voilà, j'ai fait un CAP d'électrotechnicien, donc voilà, j'ai été un petit peu électricien, on va dire, bâtiment. Et puis très vite, comme j'étais DJ, voilà, j'ai bifurqué à Paris, quoi. J'ai eu un conseil d'un comédien qui m'a dit si tu veux vraiment être comédien, il faut monter à Paris et faire des écoles à Paris, de prendre des cours. Donc t'as pas trop le choix, on va dire. Et du coup, je l'ai fait, je l'ai écouté, et puis je suis monté à Paris prendre des cours, mais tout doucement, en fait, en cours, on apprend à jouer, à parler, à bouger aussi, parce que le métier de comédien, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'impression, c'est comme un nouveau-né, c'est-à-dire il faut réapprendre à marcher, à parler. Il y a une façon, tu peux pas te tenir comme dans la vie, voilà, à rire, à pleurer. Il faut vraiment apprendre tout ça comme si on était un nouveau-né, en fait. J'ai dû apprendre ça, puis après, il y a des pièces de théâtre qui se mettent en place avec les différents professeurs, et puis du coup, il y a une pièce qui se monte, on la joue à la fin de l'année, et puis après, ça fait effet boule de neige, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez fascinant le métier de comédien où on se retrouve à réapprendre des choses qu'on sait faire parfaitement dans la vie de tous les jours. Bah oui. Bon, Mais... Mon prof me dit on marche pas comme ça on ne marche pas comme ça sur une scène de théâtre. Oui, c'est spécial. Mais on marche pas comme dans la rue. Non, on ne marche pas comme dans la rue. D'accord. Donc voilà, non mais je délire parce que j'ai jamais eu aucun prof qui parlait comme ça, mais on les voit les profs de théâtre comme ça. J'ose plus mettre mon casque parce qu'à chaque fois que je mettais le casque, ça buguait. Ça buguait. Non, je le remettrai pas. Écoute, je préfère que l'émission aille jusqu'au bout. D'accord. Je préfère que vous restiez avec nous jusqu'au bout. Ok, d'accord, ouais, donc cours de théâtre, et donc est-ce que tu te rappelles le premier projet un peu professionnel théâtral? Alors le premier projet professionnel, c'était une pièce de Jean-Claude Grimbert, si je ne m'abuse, L'Atelier. C'est une histoire un peu dure parce que c'est un atelier avec des femmes qui fabriquent des tissus. Voilà, il y a vraiment cette histoire avec les Juifs, quoi. Vraiment, c'est là pendant la guerre, les Juifs sont recherchés, on veut les emmener dans les camps, quoi. C'est assez costaud. Mais c'est une pièce qui durait 2h30 et j'avais un tout petit rôle. En fait, moi, j'ai attaqué au bout de 1h45 de pièce, donc j'étais dans les 45 dernières minutes. D'accord. Et c'était marrant, une fois, j'ai pratiquement oublié de monter sur scène. On est venu me chercher en loge. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas habillé? Monte sur scène, dépêche-toi, c'est à toi dans 2 minutes. Et quel était ton rôle alors? Je faisais le deuxième presseur, en fait. Moi, je jouais voilà, le presseur, c'est celui qui repasse les vêtements, en fait. Et donc, je jouais un mec qui repasse des vêtements et j'avais des scènes avec le patron de l'usine et avec les employés qui étaient souvent des femmes, qui est couturière, quoi. L'atelier de Jean-Claude Grimbert. Alors tu m'as dit aussi, enfin je sais de source sûre que tu écris également. Oui, oulala, mais je suis carrément drogué à l'écriture. J'écris tous les jours. Je suis la nuit, la journée, je suis complètement. J'ai toujours des papiers dans les poches. Mais ça prend quelle forme? n'importe quoi. C'est un peu de l'écriture. C'est un peu à l'improvisade ou c'est des projets, des pièces. Alors c'est beaucoup de projets. Et je dirais que c'est un petit peu comme si j'avais un ordinateur ou des tiroirs, c'est-à-dire que des dossiers, tu vois, et c'est-à-dire que j'ai beaucoup de projets et à chaque fois je me dis ah tiens j'ai une idée et je vais la mettre dans tel projet parce qu'elle va servir tel projet. Du coup chaque projet avance au fur et à mesure de mon écriture. D'accord. C'est-à-dire que là j'ai un livre qui est en préparation depuis je sais pas 3-4 ans et j'ai bientôt terminé. J'ai un livre sur une fiction Non, c'est plus sur des pensées philosophiques, tu vois, la vie en fait. C'est vraiment, en gros, le titre provisoire, c'est peut-on être heureux dans notre monde, dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, parce que souvent les gens, c'est vrai, se plaignent quoi, que la vie c'est dur. J'ai envie de dire, la vie c'est dur. Aujourd'hui, voilà, on est dans un hôpital. Venez dans un hôpital, vous allez voir si, voilà, il y en a qui ont quand même. Voilà, ils sortent, ils se baladent, ils ont quand même une certaine liberté
voilà, les gens ont toujours quelque chose pour se plaindre, quoi. Dès qu'il fait moche, dès qu'il pleut, il pleut. Bah oui, mais il pleut, mais demain il va faire beau, et puis il va repleuvoir, puis il va refaire beau. Il faut accepter les choses comme elles viennent. Et en fait, c'est ça, le livre parle de ça. Le côté manichéen aussi, le bien, le mal. Parce que moi, j'ai souvent ce problème avec ça, c'est que je comprends pas le mal, en fait. Je bug. et je me dis, mais pourquoi les gens font du mal? Voilà. Donc, j'essaye de mettre mes pensées et mes réflexions sur papier. Puis il y a un livre qui se termine là. D'accord. Que je vais sortir prochainement, j'espère. D'accord. Et est-ce que tu écris pour le théâtre aussi ou J'écris, alors pour le théâtre, j'ai écrit pour le théâtre. J'avais écrit une pièce il y a très longtemps qu'on a emmené en tournée avec un ami comédien. Une pièce à 2 personnages qui s'appelait Patrick ne le sait pas. Ouais, pardon. Non, mais je pensais aussi à ton seul en scène, en tout cas celui que j'ai vu dernièrement. Oui. C'est celui que tu l'as écrit également. Alors je l'ai écrit avec 2-3 copains qui m'aident à écrire quelques sketchs. Et celui-ci, oui, j'écris souvent mes one-man show seul, mais j'ai tout le temps 2 ou 3 personnes qui m'écrivent un sketch ou 2. Voilà. Donc, mais à 95%, j'écris mes spectacles moi-même. Ouais. Et quel est le challenge quand on écrit pour le théâtre? Enfin, en tout cas, les différences qu'il peut y avoir avec une écriture de roman, par exemple. Comment est-ce que ça se pense, l'écriture théâtrale, par rapport à une écriture de fiction romanesque ou Alors, le one-man show, c'est un peu plus simple, j'allais dire, dans le sens où on cherche de la vanne. C'est-à-dire, on cherche, on se dit, tiens, on va dire une connerie à un pote, ou on entend un truc dans la rue, ou dans le bus, ou dans le métro, et ça nous fait marrer. Et on se dit, bah tiens, je vais l'incruster dans mon one-man show, parce que c'est drôle. Donc, c'est ça. Et donc, ça, on remplit de petites vannes, de petits moments de vie, ou de petits trucs qu'on a pensés qui sont drôles. Mais sinon, après, le roman, l'écriture, la série aussi, ça demande beaucoup plus de structure, parce que là c'est vraiment des personnages. Faut vraiment dire, tiens, alors qu'est-ce qu'il va faire ce personnage, pourquoi il fait ça, pourquoi il tombe amoureux de telle personne, pourquoi cette personne tombe amoureuse de lui, et qu'est-ce qu'ils vont faire après quand ils vont être amoureux. Voilà. Et donc du coup ça c'est plus technique, on va dire, c'est plus technique. Ouais, mais moi je me pose toujours la question de justement la différence entre le roman et le théâtre. Et particulièrement quand on essaye d'adapter pour le théâtre un roman, c'est très compliqué comme exercice, parce que moi je me rends compte que c'est presque des formes différentes, des formes artistiques tellement différentes, qui ont une gestion du temps tellement différente. Ouais, c'est ça. Que c'est un peu un casse-tête, et j'ai l'impression que c'est un peu pour ça aussi que c'est plus souvent des nouvelles qui sont traduites au théâtre, qui sont adaptées pour le théâtre, que des romans, parce qu'en fait les romans c'est tellement long. Et au théâtre, on n'a pas tant de temps que ça, finalement, si on a 1h30, 2 heures. Il y en a qui savent bien adapter, quoi. Je sais que j'étais allé voir une pièce avec Daniel Auteuil, qui jouait avec Marianne Denicourt, je crois, et que c'était une adaptation de Michel Blanc. Et c'est génial, parce qu'il y a des mecs qui sont faits pour ça, et puis ils ont la technique aussi. Parce que moi, j'ai fait le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, et on m'a appris la technique, mais j'étais dans la technique série 52 minutes. C'est-à-dire, c'est pour apprendre à écrire une série d'épisodes qui durent 52 minutes. C'est vraiment calibré, en fait. Et après, comment écrire un long métrage, comment écrire un roman, comment traduire un roman en fiction, voilà, tout ça. Mais après, ça se ressemble, en fait. C'est comme faire la cuisine. C'est-à-dire qu'après, du moment où tu es cuisinier, tu m'as dit que tu avais reçu Cyril Lignac, du moment où tu es cuisinier, si on te met un bouquin de cuisine dans les mains, normalement, tu es censé te dire, je peux faire cette recette et celle-ci et celle-ci. Et l'écriture, c'est ça, en fait. C'est un gros livre de cuisine avec plusieurs recettes d'écriture, en fait. Ouais, c'est ça. Donc tu as dit que tu as écrit en collaboration le one-man show, ton one-man show qui s'appelle, je me rappelle plus. Ouais, c'était ça changeait beaucoup de titres. Et dernièrement on m'a dit mets ton nom, donc j'ai mis Sadoine en gros et voilà, terminé. Mais voilà, c'est dur d'écrire à deux. Non, pas spécialement. Moi j'aime bien parce qu'il y a une sorte de ping-pong et puis on se marre quand on écrit en plus, parce qu'il faut chercher de la vanne en plus. Le one-man show, c'est comment faire rire les gens toutes les 15 secondes. Donc il faut toutes les 15 secondes qu'on se dise bah là ça va faire marrer. Donc et il faut en plus se dire, si lui il me fait marrer, mon co-auteur, et que moi je le fais marrer, on a déjà gagné. Et normalement sur scène ça devrait, les spectateurs devraient se marrer, quoi.
J'ai l'impression, mais je peux me tromper, tu vas peut-être me Je démentir. bois un peu, il fait Vas-y, chaud. bois. Oui, il fait très très chaud. J'ai l'impression que naturellement, tu suis plutôt une pente vers le comique ou vers l'humour. Est-ce que je me trompe ou... Bah oui, mais en même temps, quand t'es comédien, j'ai l'impression que t'as pas vraiment le choix. C'est-à-dire que moi, Ouais. quand je suis monté sur scène, c'était mon deuxième cours parisien. Côté cours, Jean-Baptiste Berton, d'ailleurs, que je salue, voilà. C'est des profs de théâtre, tu les oublieras jamais. Mais lui, je me souviens, dès que je suis monté sur scène, c'était sérieux, c'était une scène très sérieuse, et il y avait tous les élèves qui se marraient dans la salle. Et il me dit, mais pourquoi tu nous fais rire? C'est une scène sérieuse. Je dis, mais j'ai rien fait, j'ai pas fait exprès. Donc, Ouais. donc à un moment donné, t'as pas le choix. C'est-à-dire on te dit, bah toi, tu fais marrer, donc fais-nous marrer. Mhm. Qu'est-ce que tu te casses la tête à... Voilà. Tu penses qu'il faut appuyer sur ce qu'on sait faire de mieux Ben et oui. entretenir ça plutôt que d'essayer de réduire ses défauts, soi-disant ou... Non, je dirais oui. Souvent, les profs te disaient ça. Te disaient, si tu as une facilité pour faire quelque chose, bah fais-le. Pourquoi t'irais faire un truc qui est super dur pour toi, où tu galères et ça marche pas des masses? Oui, et Là, tu seras ça jamais marche. aussi bon que la Bah, personne bah, qui bien sûr. a le talent pour ça. Ouais. Bah, c'est donc fais ce que tu sais faire et en plus si tu le fais bien et que ça marche, Ouais. continue. Mais après c'est vrai que c'est bien. Moi je suis un comédien. Souvent on me dit caméléon parce que je change de tête. J'ai eu les cheveux longs, j'ai eu la crâne souvent un rasé à blanc, la grosse barbe, un coup la moustache, un coup pas la barbe, très rasé de près. Et du coup les gens savent plus. Il y en a qui me reconnaissent même plus des fois quand ils me croisent. Donc ça j'adore. Mais du coup voilà le comédien qui arrive à passer. Je voyais il y avait des photos d'Omar et Fred par exemple. On voit Fred Testo qui est un comique à la base, puisqu'ils étaient en duo avec, voilà, le SAV et tout ça. Et quand on le voit, il fait des téléfilms et des films où il est très très sérieux, il joue des tueurs, des mecs violents, enfin des choses comme ça. Mhm. Et c'est génial. Donc ça j'aime, tu vois. Mhm. Après, il faut que les propositions arrivent aussi. Ouais. Ouais. Puis il faut dire que le passage humour-tragédie Mhm. est plus facile que l'inverse, j'ai l'impression. Tragédie humour, j'ai pas en tête quelqu'un qui a fait de tragédie humour. C'est assez rare, enfin ça arrive, hein, Ouais. mais je trouve que c'est beaucoup plus rare de voir un comédien ou une comédienne qu'on voit Mhm. d'habitude dans des tragédies et voilà, qui est réputé un peu pour ça, pour se faire des rôles habités et puis voilà, dramatiques, etc. Et Tout qui à passe coup, à la comédie. tout à coup fait de la comédie Ouais. et fait rire et on se dit tiens c'est marrant il sait faire rire aussi. Alors que l'inverse ça arrive sans arrêt en fait, des humoristes qui tout à coup font un rôle tragique Ouais. et ça marche. Bah parce que ce qui est souvent dit dans le métier, et tu le connais, hein, puisque t'es dedans depuis un certain nombre d'années, et du coup, c'est vraiment, on entend souvent ça, c'est-à-dire que faire rire, apparemment, c'est dur. Ouais. Donc pour moi ou pour d'autres qui sont tombés dedans, à qui on dit, bah vas-y, pour toi c'est facile, je peux pas dire que c'est dur, mais ça se travaille, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, ça demande vraiment, vraiment beaucoup de travail, d'énergie, de concentration, de vraiment... mais... Donc du coup, quelqu'un qui sait faire rire, bah, du coup, il sait faire pleurer. Par contre, comme tu dis, quelqu'un qui sait faire pleurer, Ouais. il va avoir peut-être du mal à faire rire. Mais il y a tellement toujours une part de tragique dans un humoriste ou dans l'humour. Enfin, je suis d'avis, mais je suis pas le seul à le dire. Mais l'humour, pour moi, quand il est bon, c'est qu'il y a quand même sous-jacent une part de tragédie, Ouais. d'ombre, quoi. C'est Ah pas, bah de toute façon, pas que tout de le la monde, rigolade. tout le monde a sa part d'ombre, hein, les amis. Ouais. Mais il Non, faut le mais, sentir, ça. Je pense que pour être un bon humoriste, il faut que le public sente ça aussi, que c'est pas juste je veux juste vous faire marrer. Ah non, C'est- moi attention, moi je joue Ouais. aussi sur le côté euh, pas sombre, mais tu vois l'humour noir, j'adore l'humour noir. Mm. Et à la fin du spectacle, je fais vraiment chialer les gens et je chiale moi-même. C'est-à-dire que j'ai envie de ça en fait. J'ai pas envie qu'on dise ah il nous a bien fait marrer. Bon, Ouais. voilà. À la fin, il y a quelque chose de scotchant et tu dis mais attends, il m'a fait pleurer le con. Tu vois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait rire pendant 1h05 et il a bifurqué et les 5 dernières minutes. Et C'est-à-dire qu'on est pris de court parce qu'effectivement, on est. on s'y attend pas quoi. Ouais. C'est le chaud-froid aussi. Ouais, Hein. C'est ouais. emmener les gens là-dedans, c'est intéressant. Ouais, puis quand on fait rire les gens, il y a une détente aussi qui s'opère, on lâche prise un petit peu,
Et du coup, on est peut-être encore plus ouvert à l'émotion, au revers quand on se prend le revers de l'humour dans les figures, quoi. C'est-à-dire qu'on t'a bien brossé dans le sens Ouais. du poil, on t'a bien l'épaule comme ça, t'inquiète, je vais te faire rire, et à un moment donné, je te fais pleurer. C'est ça. Mais c'est génial parce que c'est ça le métier de comédien aussi, c'est de faire croire à des choses. Donc bon, après voilà, ou tu passes un message ou tu passes pas, ça c'est chacun son choix, mais c'est sortir des émotions, créer des émotions, c'est pourquoi on regarde les films, pourquoi on va au cinéma, pourquoi on regarde la télé, pourquoi on regarde les humoristes. Parce que ça nous fait vibrer à l'intérieur. Si un tel nous fait marrer, on aime bien regarder cet humoriste. Si un tel nous fait pleurer, on aime bien regarder ce comédien. Pourquoi on regarde De Funès en boucle depuis 40, 50 ans, c'est hallucinant, quoi, ce qu'il nous a apporté. Et alors, à l'inverse, pourquoi est-ce qu'un artiste monte sur scène pour interpréter un texte, un rôle, une histoire? Pourquoi? Parce qu'il est taré. C'est une vraie question, parce que je pense que la réponse est complexe. Tout seul, tu veux dire? Tout seul ou non, ou à plusieurs. Oui. Pourquoi tout à coup des gens... Je sais pas quand ça a été inventé, cette démarche de tout à coup on va vous montrer quelque chose, vous venez, vous assistez à une prestation qu'on va faire devant vous. C'est les rois, je pense, qui avaient leurs bouffons, quoi, qui venaient faire un peu leur spectacle pendant qu'ils mangeaient comme des salopards et qui buvaient. Ouais, je sais pas, est-ce que même avant, parce que quand c'est le bouffon du roi. On voit les dessins dans les grottes de la grotte de Lascaux et tout ça, les dessins préhistoriques, est-ce que même à cette époque-là, il y avait déjà une forme de spectacle vivant? Je j'ai pas la réponse. Va savoir, ça se trouve, il y en a qui faisaient les clowns dans la grotte. Peut-être. Et je sais pas à quel mouvement on répond quand on a cette démarche-là. Moi, je pense que à la base, faut avoir un grain, je sais pas, faut être un peu fou. Non, mais c'est vrai, quand on est dans les loges, enfin, toi aussi, tu le vis, quoi. Quand on est dans les loges, avant de monter, on se dit, mais pourquoi je fais ça? T'as mal au ventre, tu te dis, ah mince, est-ce que je me souviens plus de mon texte? Tu deviens fou, quoi. Tu te dis, ah, mais pourquoi j'y vais? Je suis taré. On a peur que ça se passe mal, on a plein d'angoisses qui arrivent, et puis dès qu'on rentre, au bout de 2 minutes, tout est parti, et on a l'impression de planer, quoi. Ouais. C'est Après, pourquoi on le fait? Il y a différentes raisons. Je pense que c'est je pense qu'on aime tous être aimés. Je pense que c'est ça. Il y a un tous, petit côté l'être cabot humain. aussi. Oui, il y a le côté cabot peut-être, mais c'est surtout l'être humain, il aime être aimé. Qui n'aime pas être aimé? On le voit parce qu'il y a les réseaux sociaux, combien j'ai de likes, combien j'ai d'amis. On aime être aimé, en fait. Et donc le fait de monter sur scène, le fait de se dire il y a des gens qui vont me regarder, ils vont m'écouter, et après ils vont me dire ah c'est génial, c'est super, il m'a fait vibrer, j'ai les poils qui sont hérissés, j'ai rigolé, j'ai pleuré, cette personne elle est super gentille, elle a l'air... Enfin voilà, moi j'aime être, en fait, quand je fais du one man, j'aime être le meilleur ami du spectateur. En fait c'est ça, quand tu arrives à choper je suis ton meilleur ami, on va se marrer ensemble pendant 1 heure, là c'est du bonheur, quoi. Ça t'est arrivé de jouer un rôle qui te pose un problème, qui te bloque, et où tu rencontres un défi, quoi, où tout à coup il faut te bouger, renverser un petit peu certaines choses en toi, enfin voilà. Moi j'ai la chance d'avoir des parents qui sont extrêmement ouverts. Et donc du coup j'ai pas de réel blocage. Après c'est vrai que de temps en temps sur des tournages, la dernière fois il y a un comédien qui me disait ouais j'ai dû jouer un SS, ou tu vois, des fois c'est tu te dis oh. Dans un film je faisais des voix et il fallait faire des mecs qui fouettent des esclaves, tu vois. Ouais. Des fois tu te dis ah putain faut le faire, quoi. Alors comment tu te connectes à ce genre de rôle? Je pense que tu te détaches complètement. Tu cherches même pas à comprendre la psychologie du personnage. Tu le fais parce qu'on te demande de le faire, mais tu vas pas commencer à rentrer dans une psychologie. Jean-Pierre Mariel, moi que j'adorais, qui était un comédien exceptionnel pour moi, il disait mais pourquoi les comédiens, comment il parlait d'ailleurs,
Oui, il parlait comme ça, tu vois. Ou je sais plus, enfin, bref, je l'imiterais très mal, donc je vais pas l'imiter. Mais du coup, il disait que moi, on me donne un texte et je dis le texte, tu vois. Ah oui, il parlait comme ça, hein. Ouais, c'était ça, Jean-Pierre Mariel. Ouais, il disait, attends, c'est lui qui disait, moi c'est pas compliqué, j'ai deux, trois expressions, deux, trois intonations de voix. Oui, voilà, puis il Voilà. parlait comme ça, Ouais. donc il s'en foutait, on avait l'impression qu'il jouait, mais que ça le faisait chier à mourir. Voilà, et c'était ça en fait, il disait, moi on me donne un texte et je répète le texte, je parle tout le temps pareil. Oui, oui, il J'ai disait ça, aucune oui. psychologie du personnage. Les comédiens qui disent la psychologie du personnage, c'est de la gnognotte, enfin, tu vois, pour parler poliment. Enfin, tu vois, ils s'en foutaient complètement. Ah, ouais, Donc, ouais, ouais. hmm. Effectivement, ouais. Alors en ce moment, projet Alors, en ce moment, date. beaucoup trop de projets. Je suis Ouais. obligé de, à un Ah moment oui, j'ai donné. cru comprendre que tu avais des dossiers, des Ouais, tiroirs. ouais, Donc, ouais. Donc voilà, en fait, j'ai tellement de dossiers qui sont ouverts que j'aimerais terminer, comme le livre, comme je suis parti comment, un projet de série. Enfin, il y a beaucoup trop de choses. Mais là, voilà, je me cale. On m'a appelé pour faire une pièce de théâtre. Il faut que je sache le texte très rapidement. On est 3 sur scène. On va normalement jouer. Bon, c'est sûr fin août, mais ça se trouve, on vient de me dire tout à l'heure, on va peut-être attaquer fin juillet. Donc voilà, on n'a fait aucune répétition. Je passe des heures et des nuits entières à apprendre le texte. Parce qu'il faut le savoir sur le bout des doigts avant les répétitions qui sont le 22 juin. ça parle de quoi Si tu oui, il n'y a veux pas de déflorer souci. le... Oui, c'est une pièce de théâtre, c'est du boulevard en fait. C'est un couple, donc moi je joue le mari. On a une fille, une jeune fille de 25 ans, qui est très militante écolo. Nous, enfin surtout ma femme est basée sur l'argent. Et du coup, on nous appelle pour nous dire que notre vieille tante Henriette, à qui on avait donné le prénom à notre fille aussi, qui s'appelle Henriette. Donc notre vieille tante Henriette, bon, est décédée. Bon, on le savait en plus, donc on s'en fout un peu du coup de fil. Mais derrière ce coup de fil, ils nous disent que apparemment on a reçu une lettre recommandée qui dit que la vieille tante nous donne son tableau qui est un Monet, qui normalement coûte 10 millions d'euros. Donc elle nous le donne, mais en échange de quoi il faut que la petite Henriette, donc notre fille, tombe enceinte pour la lignée en fait du nom de famille. Mais le problème c'est que la lettre recommandée, ma femme n'est pas allée la chercher. Et du coup, on a 2 mois et 4 jours pour que ma fille tombe enceinte. Ah oui. Et apparemment elle n'a pas de petit copain. Donc va falloir se grouiller si on veut récupérer les 10 millions. Ah oui, d'accord. Les petits copains qui défilent pour... Donc là, ça rentre refourguer. dans un délire total du comment lui refourguer un petit copain, comment faire pour qu'elle tombe enceinte, comment avoir une preuve. Enfin, c'est de la grosse comédie, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Ça va se jouer où, du coup Ça va se jouer vers au-dessus de Poitiers, dans un premier temps, vers... comment ça s'appelle La Roche-Posay. Voilà. Ouais, La Roche-Posay... ça me fait penser un peu à Yves Rocher. La Roche-Posay, c'est des produits de beauté aussi. C'est ça, je me disais bien que j'avais... Je connais pas du tout, c'est une amie à moi qui a une maison là-bas, c'est elle qui a écrit la pièce. D'accord. Et on va démarrer dans son fief, on va dire. Bon, super. Ouais. Alors je vois que le temps passe et qu'on a perdu beaucoup de temps avec nos problèmes techniques. On est un petit peu obligé de se séparer. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, merci formidable. Merci d'être venu. J'espère que tu auras peut-être l'occasion de revenir quand ça sera un peu plus avec grand plaisir. Efficace et que la technique marchera un peu mieux. Avec grand plaisir. Mais merci à toi en tout cas d'être venu. Merci. Et voilà, de mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et merci à l'équipe de Plein Ciel. Je vois qu'il y a Marine là-bas qui sont en train de jouer. Sympathique. Hein. Voilà. Ouais. Et puis à très bientôt. Salut à tous. Salut.